Que faites-vous, mon oncle? Eh bien, je relis mon manuscrit. C'est quoi un connétable? Et qui est ce monsieur de Lesdiguières? Hmm. C'est un grand personnage qui a été très important pour le royaume de France. Et il m'a confié l'écriture de sa vie. Il était exceptionnel. Je vais vous raconter son histoire. Fils d'un petit seigneur, François de Beaune est né le 1er avril 1543 à Saint-Bonnet en Champsaur près de Gap, dans la province du Dauphiné. François Ier était alors roi de France. Enfant, il montre déjà des qualités de meneur. Messieurs, nous ne sommes pas les bienvenus. Un gamin à l'air farouche nous empêche de poursuivre. C'est qui? C'est l'évêque de Gap. Eh bien, jeune homme, vous prétendez braver l'évêque de Gap avec son escorte? Allez, finis de rire, mon garçon. Assez perdu de temps. Alors écarte-toi. À cette époque, le clergé avait beaucoup d'influence et l'évêque de Gap n'apprécie pas du tout le développement de la famille de Beaune qui achète de nombreuses terres. Et il se dressera souvent contre le père de François en faisant payer de nombreux droits et taxes sur leurs propriétés. Un jour, tout ça m'appartiendra. Et je n'aurai plus besoin de laisser le passage. François en gardera toujours une rancœur et il n'aura de cesse de développer sa richesse, son influence et son autorité. Il rencontre pour la première fois le futur roi Henri IV, de 9 ans son cadet, au collège de Navarre à Paris. Sa passion pour les armes et le besoin financier le pousse à entrer sous les ordres du lieutenant général du roi et du Dauphiné. Dans le royaume de France, la seconde moitié du XVIe siècle est notamment marquée par les guerres de religion. Une série de 8 conflits durant lesquels se sont opposés les catholiques et les huguenots, qu'on appellera plus tard les protestants. C'est dans ce contexte que François de Beaune, qui est protestant, va évoluer. Lorsque le soulèvement protestant éclate dans le Dauphiné, François de Beaune rejoint son cousin pour mener les batailles. Après la mort de son cousin, il est désigné comme chef des protestants du Champsaur en 1576 et livre de nombreux combats, dont la prise de Gap, qui est une ville catholique. C'est à ce moment précis qu'il se fait remarquer par le roi Henri III et que l'on reconnaît son autorité sur les protestants du Dauphiné. Quand Henri IV devient roi en 1589, François de Beaune est nommé commandant général pour le roi du Dauphiné et lui est demandé de faire revenir le Haut-Dauphiné sous l'obéissance du roi. La bataille de Grenoble, qui est une ville catholique, est un grand symbole de ses qualités de guerrier et de son autorité. En 1590, la ville de Grenoble, qui est la capitale du Dauphiné, est entre les mains des ligueurs. Les ligueurs, ce sont des ultra-catholiques qui sont opposés au roi Henri IV. Lesdiguières, lui, au contraire, est le guerrier du roi Henri IV dans la province. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cette ville de Grenoble pour le compte du roi Henri IV. En 1576, ils ont une fille, Madeleine, puis un fils en 1580 prénommé Henri-Emmanuel, du nom de ses 2 parrains, Henri IV, roi de France, et Charles-Emmanuel, duc de Savoie. L'arrivée de ce fils est merveilleuse pour Lesdiguières. Malheureusement, Henri-Emmanuel décède 7 ans plus tard, laissant Lesdiguières complètement désespéré. Le roi même devra lui envoyer un émissaire pour qu'il se reprenne et revienne au service de l'État, tant Lesdiguières est chagrinée par la perte de cet enfant. Madeleine, quant à elle, épousera Charles de Créqui à Puymaure et sera désormais seule à assurer la postérité de Lesdiguières en lui donnant plusieurs petits-enfants. Quand Henri IV arrive au pouvoir en 1589, il fait commander assez rapidement, par l'intermédiaire de son premier ministre Sully, un ensemble de cartes des provinces de son royaume, et en particulier de celles qui sont des provinces frontières, qui touchent d'autres États. Et à ce titre, le Dauphiné fait complètement partie des provinces à repérer. C'est Jean de Bins, qui, nommé ingénieur en 1607, est chargé de représenter l'ensemble de cette province en carte. On peut s'interroger, en fait, sur Lesdiguières, sur, disons, 2 aspects. D'une part, qu'est-ce qu'il a fait à son époque, à Grenoble, et puis qu'est-ce qu'il en reste maintenant?
Il a fait des éléments assez marquants qui sont les nouvelles fortifications de Grenoble, avec un tracé moderne pour l'époque. Il a fait un peu la conquête, disons, de la Bastille, du point de vue militaire. Ayant attaqué la ville depuis le haut, il s'est bien rendu compte qu'il fallait peut-être la défendre en défendant le haut, et donc en occupant le haut. Donc ça. Il a fait l'esplanade, qui est un très grand espace libre qui servait à l'époque de parade et puis qui a été donné à la ville pour les foires et d'une manière perpétuelle. Et il a fait le cours qui est maintenant cours de la Libération, au cours Jean Jaurès à Grenoble, qui va jusqu'au pont de Pont-de-Claix, qui est aussi une construction de Lesdiguières. Mais ce cours a été fait à l'époque pour lutter contre les risques naturels. C'était en fait une digue pour défendre la ville contre les inondations du Drac. Bon, ça c'est son œuvre, disons, bâtie, construite. Et c'est intéressant de se poser la question, c'est qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Bon, je démarrerai peut-être par le haut. La Bastille, je ne dis pas qu'elle est imprenable, mais enfin elle n'a jamais été prise, elle est toujours là. On a mis des bulles pour monter plus facilement. C'est un lieu très touristique, mais une de ses fondations, c'est Lesdiguières. Cet homme est aussi un bâtisseur. Et ça a 3 conséquences, 3 aspects. Il faut qu'il protège, il faut qu'il reconstruise et il faut qu'il vive noblement. Protéger, c'est évidemment la fortification. C'est la citadelle de Puymaure, en dessus de Gap, c'est Briançon, c'est le fort Barrault et ce sont les fortifications de Grenoble. Reconstruire, une fois que la paix est là, qu'il la maintient, c'est tout l'urbanisme de Grenoble qui s'agrandit, les nouveaux quartiers, mais ce sont aussi les maisons de ville dans lesquelles, à l'occasion, il séjournera, à Serres, à Mains-en-Trièves, son hôtel particulier de Grenoble, qu'il a embelli considérablement puisque c'est le siège de son pouvoir. Et puis, il faut vivre noblement. Alors bien sûr, il a de très nombreuses propriétés avec des châteaux un peu partout et qui touchent l'essentiel du sud-est. Mais au-delà de ça, il y a 2 grands chantiers qui vont être sa préoccupation majeure. Le château familial qu'il fait construire à Saint-Bonnet, à côté de Saint-Bonnet en Champsaur au Glésil, donc aux sources du Drac, et puis le château de Vizy. Vous entraîner dans ces jardins, c'est l'occasion de vous parler d'une autre facette de François de Bonne, la facette qui l'a amené à se tourner vers l'artisanat et vers les arts. La salle Lesdiguières, une des plus belles salles du château, s'est imposée parce qu'il nous fallait protéger un chef-d'œuvre de la sculpture française qui est le bronze équestre du Connétable par Jacob Richier, donc au tout début du XVIIe siècle, et qui est juste derrière moi. Et vous voyez que c'est une sculpture imposante qui se trouvait sur le portail d'entrée de l'ancienne entrée du château, et entrée qui n'était plus du tout pratiquée par le public. Et surtout, une chose remarquable, c'est que, et là nous retrouvons la Révolution française, et cette sculpture, eh bien, c'est la seule qui a survécu à la Révolution française. Toutes les statues royales ont été détruites et fondues, toutes les statues princières aussi, mais Lesdiguières, dans sa province du Dauphiné, où il a été aimé comme un grand chef, un grand constructeur de l'État, dans une sorte d'État moderne, au service de la monarchie, a été préservée. La sculpture a été démontée au moment de la Révolution, mais n'a pas été détruite et a figuré au premier musée de Grenoble. Maréchal, duc et pair de France, connétable. La fortune de Lesdiguières fut exceptionnelle dans tous les sens du terme. Lesdiguières se donna une ligne de conduite ferme et claire. Au-delà des religions, il est resté fidèle à ses convictions et au roi toute sa vie. Calculateur, stratège et pragmatique, il fut un homme de raison avant tout. Promoteur de méthodes qui se voulaient universelles, à plus de 80 ans, il faisait encore réaliser un pont mobile sur le Rhône pour faire passer ses troupes. Au-delà de cette capacité à franchir les obstacles qui impressionna ses contemporains, il fut un ardent promoteur de changement et marqua d'une empreinte définitive la province du Dauphiné et le royaume de France.